Dans l'économie mondiale, le Togo fait le choix de diversifier ses partenaires. C'est le thème de cette semaine d'un forum et nous en parlons avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Ayoadan, qui nous fait l'honneur de rester au plateau. Professeur, merci de rester avec nous. C'est un plaisir. La deuxième partie, c'est la partie des téléspectateurs aussi qui sont très très nombreux déjà à vous écrire. Plus de 128 96 46 10 31 vos questions via WhatsApp. Et tout de suite, nous prenons une première question. Elle nous vient de Lagos, c'est Roland qui nous écrit. Bonjour Monsieur le ministre, je vous apprécie dans tous vos efforts depuis votre nomination. Je veux vous demander s'il est possible de vendre l'image du Togo à l'extérieur sans la télévision nationale. Pourquoi la TVT n'a pas de contenu en termes de programme pour satisfaire toutes les couches de sa population et l'extérieur comparé à d'autres pays de la sous-région. C'est Roland depuis Lagos. Très bien, merci beaucoup. La TVT est disponible sur satellite pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des podcasts aussi qui sont disponibles sur YouTube et la chaîne TVT est en cours de reconstruction. Il y a un travail qui est en cours qui a consisté à réorganiser la chaîne en elle-même et les différents programmes seront revus. Ils sont en train d'être opérationnalisés. Le temps de finaliser les ajustements techniques et c'est sûr que M. Roland trouvera son compte dans la programmation de la TVT. Qui va se transformer en office Déjà transformé, c'est des ajustements techniques qui sont en cours. Ce sera très visible dans les mois à venir. Bonjour le plateau, je suis d'accord avec le ministre sur le fait que chaque personne bien formée dans une filière est indispensable pour le pays. L'Europe que nous envions a des sociologues, des juristes, en dehors des scientifiques. Depuis la création de l'université de Lomé, elle forme les agronomes, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas des exemples dans chaque région du Togo qui ont pu émerger dans l'agriculture et attirer les jeunes. Kofi de Kara, il veut dire que nos agronomes se transforment souvent en agronomes de bureau. Ce n'est pas sûr. Je pense qu'il faut qu'ils vérifient véritablement les projets agricoles qui sont portés aujourd'hui par des agronomes. J'ai un exemple en tête, c'est celui de J4 par exemple, qui est spécialisé dans le soja. C'est un agronome de formation. Là, il y a un mois passé, nous étions en séminaire gouvernemental avec le président de la République à Kbalimé et lorsque le président de la République a reçu les forces vives de la localité, nous avons rencontré des jeunes agronomes qui portent des projets dans le maraîchage. Je crois qu'il y a une transformation des mentalités, si on peut le dire ainsi, et de plus en plus d'agronomes se tournent vers des projets qu'ils portent et qui sont accompagnés quand les moyens le permettent par l'État. On nous écrit d'Accra aussi, comme la vie depuis Accra. Il pose une question dont je n'ai pas connaissance, je ne voudrais pas surtout la relayer. J'aurai le temps de vérifier donc les informations. Bonjour le plateau, c'est comme là depuis Wahala. Je veux savoir pourquoi ici à Wahala, les policiers et gendarmes nous prennent de l'argent sur les routes chaque samedi et jeudi des marchés. L'argent va où et l'argent qu'on paye les parents d'élèves et pourquoi on nous demande toujours des taxes alors que nous voulons créer nos propres emplois. Nous n'y arrivons pas. Bon, donc voilà, des informations aussi à vérifier. La situation qu'il relève est une situation de racket et on est tous d'accord que cela est interdit. Il y a des signalements à faire dans ce cas de figure pour que les autorités policières puissent agir. Pour ce qui est des taxes, je pense qu'il faudrait qu'il se rapproche de sa mairie, puisque les maires sont habilités à prélever certaines taxes et seul le maire de la localité peut lui donner la bonne information relativement à la perception de ces taxes. Simlewa Esso nous écrit de Kara, Wangelo. Bonjour, sincère respect au ministre Ayewadan. Je suis très fier des derniers choix du Togo. La diversification des partenaires est l'une des revendications des panafricanistes que nous sommes. Mais je suis parfois déçu de la
des actions qui ne sont pas hardies. Une question au ministre. Les Occidentaux s'acharnent pour garantir la sécurité énergétique à leur pays dans le futur, mais chez nous, on ne prend que des décisions d'urgence. Pourquoi les Africains n'agissent pas dans le sens de la sécurité énergétique pour le futur? Les Occidentaux viennent signer les accords pour qu'on convoie gaz ou pétrole chez eux que font les dirigeants africains actuellement. Nous ne voulons pas la navigation à vue. Simle Waiso. D'abord, on va parler de chez nous. Et je le disais lors de la première partie de l'émission, les choix de notre pays consistent notamment à nous assurer une certaine sécurité énergétique et une certaine indépendance énergétique. Maintenant, si l'on veut porter la problématique au plan sous-régional, il y a eu des initiatives dans ce sens-là, mais vous le savez, en matière énergétique, la technologie, nous n'avons pas encore toute la technologie, ce qui peut fragiliser certains de nos choix, mais les initiatives existent. Bonjour Niwod et merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous disons une fois encore merci au ministre pour son dynamisme et sa disponibilité. Nous relayons donc ces remerciements. Est-ce que l'État a les moyens pour faire respecter la convention collective alors que les médias privés sont financièrement limités? Et pour les médias publics, le problème aussi se pose avec les bénévoles, les pigistes qui n'ont pas de salaire. Qu'est-ce qui est prévu? Surtout que la question de l'office tarde encore. Merci Monsieur le ministre. J'ajoute qu'avec la situation, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés. Priez leur venir en aide car ils font aussi un travail important. L'État accompagnera la mise en œuvre de la convention collective, mais je me répète certainement, il ne faut pas que la lumière soit portée exclusivement sur l'État, puisque la convention collective est un ensemble de dispositions qui organisent les relations entre les patrons de presse et leurs salariés. Donc de ce point de vue, il s'agit d'abord d'une relation interne à l'entreprise de presse, mais parce que dans notre pays, il y a un appui qui peut être apporté à certains secteurs pour les accompagner, l'État fait cet accompagnement. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. L'État accompagnera, mais ce n'est pas l'État le protagoniste premier. L'État est dans un rôle d'arbitre, veillera à ce que les règles s'appliquent, facilitera l'application de ces règles-là et les entreprises de presse elles-mêmes devraient jouer leur partition. Pour ce qui est des médias publics, on l'a dit tout à l'heure, la transformation en office est déjà actée, les réorganisations s'opèrent à l'interne, les difficultés qui ont été relevées par le téléspectateur relativement aux pigistes sont des difficultés connues et qui sont en discussion. Nous sommes suivis depuis Amlamé aussi. Amlamé, je connais quelques phrases d'Akboso. Je dis Avelay à notre téléspectateur. C'est James Avelay. Je voudrais savoir donc pourquoi les augmentations de salaire ne sont toujours pas appliquées dans les entreprises parapubliques comme la TDE. L'inflation fait mal à tout le monde, pas seulement aux employés de la fonction publique. Il faut que le gouvernement s'assure que les augmentations de 10% sur la grille indiciaire soient appliquées dans les sociétés parapubliques également. C'est très important. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, dit-il. Alors, le message sera transmis, mais on en a parlé ici il y a 3 semaines ou peut-être un peu plus. Sur ces points-là, les salariés ont pour premier interlocuteur leurs dirigeants et là-dessus, je crois que les discussions seront fructueuses. Bonjour le plateau et précisément Monsieur le ministre, ma question est la suivante, elle est précise. Quand est-ce que le Togo va sortir du franc CFA pour se faire un vrai pays indépendant? Comme il a demandé c'est Mawela qui nous écrit de une réponse précise, je peux lui dire que je ne sais pas parce que c'est difficile de donner une date précise sur ces questions-là parce que c'est un processus qui doit mener éventuellement vers ces choix-là, donc il n'y a pas de date précise à donner. Bonjour Gilles, mes salutations distinguées à Monsieur le ministre, que j'aime particulièrement, c'est Richard Tagba depuis Kara. Je me prononce sur l'adhésion du Togo au Commonwealth, dont le travail d'adhésion a commencé depuis 2014 et qui connaît aujourd'hui un aboutissement, on pourrait dire, heureux. Monsieur le ministre, quels ont été les critères fondamentaux de cette adhésion pour que celle-ci prenne assez de temps avant son aboutissement aujourd'hui? Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans notre quotidien si on pense que cette adhésion ouvre le Togo sur plusieurs fronts
relations économiques et relations diplomatiques. Merci. Sur l'amélioration de la vie salariale du fonctionnaire togolais avec le relèvement de l'indice salarial, il faut noter que cela se ressent essentiellement chez le travailleur public. Monsieur le ministre, le travailleur privé, il se trouve à quel niveau dans votre cœur, c'est-à-dire le cœur de l'État? Le travailleur privé est au cœur de l'État, puisque en proportion, les travailleurs privés sont plus nombreux que les travailleurs du secteur public. Et la question de l'augmentation des salaires dans le privé, on l'avait déjà dit aussi, fait l'objet de discussions entre les partenaires sociaux. Le ministère de la fonction publique et du travail travaille dans ce sens-là. Mais il est important de le rappeler, il faut absolument que les partenaires puissent se mettre d'accord sur l'évolution de ces salaires-là pour que celles-ci deviennent effectives. Le gouvernement le souhaite ardemment parce qu'on le sait, une augmentation de salaire voudrait dire augmentation du pouvoir d'achat, et qui dit augmentation du pouvoir d'achat dit également un certain dynamisme au sein de notre économie locale. Donc, le souhait est très fort, le travailleur privé est dans le cœur de l'État, et les initiatives continueront dans ce sens pour que nous puissions obtenir ces résultats-là. Vous êtes suivi aux États-Unis, dans l'État de l'Iowa. Notre fidèle Pierrot nous a écrit également. Il a fait quelques observations sur certains de nos invités de la semaine. Merci Pierrot. Ensuite, à Monsieur le ministre, vous avez parlé de la route Lomé-Sinkassi, mais je suis un peu peiné que nous n'ayons qu'une seule voie et que nous n'avions pas appris les leçons de l'effondrement du pont d'Amampapé. Pourquoi ne pas penser à une route secondaire pour éviter qu'on revive la même situation? Je le disais tout à l'heure, il y a déjà un projet de dédoublement de la voie qui nous permettra d'avoir une autoroute de Lomé jusqu'à Sinkassi sur la RN1. La question sur ce projet-là, il est question déjà de contourner les grandes villes pour éviter un certain nombre de difficultés que l'on a pu observer jusqu'à présent. Mais la question du contournement, elle est réglée par les voies nationales, je ne vais pas dire secondaires, mais lorsque vous voulez contourner, vous voulez utiliser une autre voie pour aller à l'intérieur, vous pouvez passer par la voie de Kpalimé, vous arriverez en tout cas à Atakpamé et vous continuerez votre route. Si vous voulez, vous souhaitez ne pas emprunter directement la nationale, vous pouvez aussi prendre la route d'Anéro, et en tournant par Vaughan, en tout cas, vous pouvez éviter la RN1. Donc je crois que la multiplication des projets infrastructurels nous permettra à terme d'aboutir au résultat qui est souhaité par le compatriote. Nous avons un message du Mali, il est un peu long, est-ce que je peux le résumer rapidement? Bonjour, merci beaucoup. C'est toujours une satisfaction pour nous Togolais de la diaspora au Mali de vous suivre. Merci au ministre. Quel verbe très facile. Merci, nous le constatons aussi. Il y a des avancées au Togo, certes, mais il y a un déséquilibre entre les choses mises en place et les recettes. Il suffit de quitter Lomé pour se rendre compte de la souffrance effective de la population. Je me suis amusé à faire un petit calcul pour construire un forage. L'eau potable est encore un luxe, même à Lomé dans la capitale. Je crois qu'il faudra bien orienter la politique de développement. Nous demandons pardon au gouvernement de descendre plus fréquemment sur le terrain. Il faudra demander aussi aux maires de s'entourer de vraies têtes pensantes pour amorcer le développement des communes. Il y a encore du travail à faire. Merci et bonne émission. Et sur cette question, monsieur le ministre, les maires disent que c'est vous qui mettez les bâtons dans leur roue, vous ne les laissez pas travailler. Qu'est-ce qui se passe? Non. La décentralisation est jeune dans notre pays. Dans son opérationnalisation à un niveau élevé, est jeune dans notre pays. La semaine dernière, nous avons acté la mise en place d'une structure de formation qui accompagnera les maires et les fonctionnaires territoriaux dans leur action au quotidien. Et de par sa jeunesse, il peut y avoir des dysfonctionnements, des difficultés. Et l'État, justement, intervient pour accompagner pour le moment. L'idée n'est pas de mettre les bâtons dans les roues aux maires, ça n'aurait pas de sens. L'idée, c'est plutôt d'accompagner. Lorsqu'on prend le fonds d'appui aux collectivités territoriales, il y a une partie
dont la gestion est libre, entre guillemets. Mais il y a une autre partie dont la gestion est orientée pour permettre justement que les choix des uns et des autres ne soient pas parfois des choix hasardeux et qui mettent en difficulté les communes. Donc l'ambition, ce n'est pas de fragiliser les mairies ou les communes, c'est plutôt de les renforcer, mais de le faire progressivement. Par la formation, par un accompagnement, jusqu'à ce qu'on ait des structures qui soient robustes, disposant de main-d'œuvre qualifiée et pouvant conduire les mairies jusqu'au développement souhaité. Pour ce qui est des forages, je pense que nous avons une politique, on va dire, très ambitieuse sur la disponibilisation de l'eau potable. Vous écouterez sans doute ce soir même le ministre de l'eau à la télévision nationale qui fera un retour sur ce qui a été effectué et ce qui est en cours. Aujourd'hui, faire un forage à Lomé, si vous vous adressez aux bonnes personnes, n'est pas très... le prix n'est plus aussi élevé que dans le temps. Mais attention, il y a des règles qui gouvernent désormais l'installation des forages dans notre pays. Il faudra sans doute regarder ces règles-là avant d'installer les forages. À l'intérieur du pays, on a eu plusieurs projets. Ceux qui me viennent à l'esprit immédiatement, c'est PASCO 1, PASCO 2, qui ont permis de procéder à un maillage du territoire en termes de forage. Sur les forages, ne perdons pas de vue un élément. L'élément principal, surtout dans les zones les plus reculées, c'est l'installation un peu éparpillée des populations. C'est-à-dire que vous allez avoir dans une zone 25-30 personnes et 15 km plus loin, vous aurez la même proportion de population. Un seul forage aurait suffi pour ces deux populations. Mais on est obligé de démultiplier, ce qui rend la chose parfois un peu plus difficile. Au lieu d'un forage, le gouvernement est obligé d'en faire deux. Donc, cette installation un peu éparpillée des populations est un facteur qui peut être contraignant pour la disponibilité des forages partout. Mais il y a un travail qui se fait et ce travail-là est à saluer. Et c'est Elvis qui nous écrivait de Bamako. Cette fois-ci, bonjour Monsieur le Ministre, je suis Boyer. Je veux d'abord vous féliciter pour votre apport car vous faites très bien le service après-vente. Merci. Ma question est de savoir où en est le gouvernement en ce qui concerne le SMIG. Et aussi, j'aimerais avoir votre avis sur la cherté de la communication au Togo, car les opérateurs de téléphonie mobile veulent nous tuer avec la cherté de la communication. Sur la cherté de la communication, je pense qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès en termes de prix. Si vous regardez bien, puisqu'on est obligé de comparer au sein de la CEDEAO, nous avons fait des progrès. Mais ce travail-là n'est pas complet. Il y a un engagement de l'État à faire en sorte que les communications soient de moins en moins chères. Le raccordement au câble international EQNO va dans ce sens-là. Faire en sorte que nous ayons de la surface de communication importante, ce qui va mécaniquement entraîner la diminution des tarifs. Et il faut suivre également le rôle de l'autorité de régulation qui n'a de cesse de rappeler à l'ordre les opérateurs pour faire en sorte que cet outil, la disponibilité de cet outil ne soit pas entravée par des prix ou l'indisponibilité du service, les zones blanches, etc. Donc, je crois que là-dessus, il y a des progrès très importants qui ont été faits et qui continueront à être réalisés parce que c'est l'ambition du gouvernement selon la vision du chef de l'État. Il y a un Fabre Amango qui vous écrit, on en a parlé, mais peut-être qu'il veut davantage d'explications. Bonjour le plateau et bonjour au ministre. Merci pour le travail que vous accomplissez. Est-ce que le Togo compte avoir la Russie pour partenaire malgré la menace des États-Unis? Je pense que nous n'en sommes pas là. Nous avons notre propre agenda dans notre pays, c'est développer notre pays, faire en sorte que chaque citoyen puisse trouver son compte et si la conjoncture impose des réajustements, ces réajustements se feront. Une autre question sur la révalorisation de la grille indiciaire de 10%. Est-ce que ça concerne les sociétés d'État? On en a parlé aussi.
on en a parlé, il me semble. Alors, Aglejo nous écrit d'Adeti Kopé. Bonjour, monsieur le ministre. Je vous remercie pour toutes les informations et les explications que vous partagez avec les téléspectateurs, toujours avec nous et également la population togolaise. Diversifier les partenaires, c'est une bonne chose, mais la question est de savoir avec la monnaie franc CFA, peut-on tirer avantage, enfin, qu'est-ce qu'il dit? La question de savoir avec la monnaie franc CFA, peut-on nous avantager avec l'adhésion du Commonwealth? Surtout, avec la langue anglaise, il y aura une formation avec la jeunesse togolaise pour une maîtrise du système anglais. Bon, bref, c'est Julien Aglejo. Alors, il veut savoir s'il y aura un accompagnement particulier après l'adhésion au Commonwealth pour que nous nous familiarisions davantage avec la langue anglaise. Il y a des initiatives qui sont déjà prises au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le ministère de l'enseignement supérieur également à travers l'université. En marge de cela, je crois qu'il y a un travail de façon globale qui se met en place pour faire en sorte que nos compatriotes se familiarisent avec la langue anglaise. En réalité, la langue anglaise ne nous est pas étrangère. En fait, quand on en parle, on a l'impression que nous parlons d'une langue qui nous est étrangère. On a beaucoup de compatriotes qui sont très fluents en anglais et cela est dû tout simplement à la formation. Nous apprenons l'anglais depuis la classe de 6e. Et dans certains établissements, en primaire, on apprend l'anglais. Et lorsqu'on a vécu à Lomé ou dans les zones qui sont frontalières avec le Ghana, vous n'êtes pas surpris de voir nos compatriotes échanger avec leurs amis du Ghana en langue anglaise. Lorsque vous allez au grand marché de Lomé, nos mamans parlent anglais, en tout cas se débrouillent parfaitement pour pouvoir échanger en anglais. Donc en marge de cela, il y a un mouvement d'ensemble qui va être perceptible bientôt avec tous les ministères concernés, dont nous d'ailleurs, vous le verrez sur nos programmes dans les médias. Je pense que New World TV, d'ailleurs c'est New World, hein, c'est pas Nouveau Monde TV. C'est à l'avant-garde du Commonwealth. Absolument. On a entendu parler de certaines initiatives de parler anglais. Le vendredi. Oui, certains vendredis du mois. Ce sont des initiatives qui sont salutaires. Moi, il me semble que multiplier sa capacité à parler les langues ne peut être qu'un atout. Vous imaginez, lorsque vous arrivez quelque part, lorsque vous parlez la langue de votre interlocuteur, vous cassez une barrière. Et une fois que vous avez cassé la barrière, vous vous ouvrez le champ des possibles. Donc, je suis convaincu que notre apprentissage ou l'amélioration de notre niveau d'anglais ne peut être que bénéfique pour nous. D'ailleurs, nous sommes déjà allés à des réunions organisées par des grands groupes français où la langue de travail était l'anglais. Oui, surtout dans l'enseignement supérieur, vous en savez beaucoup de choses. Aboubakar nous écrit d'Atapame. Aboubakar a une sollicitation personnelle. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser une demande à Monsieur le ministre. Nous avons un jeune qui a eu son résultat au bac, mention très bien. À cause de manque de nationalité, il n'a pas pu obtenir sa bourse pour continuer ses études à l'extérieur. Qu'est-ce que Monsieur le ministre peut faire? Je suis très surpris parce que aujourd'hui, le fait de ne pas avoir le certificat de nationalité ne devrait pas être un frein. Je pense qu'ils ont manqué d'informations, ils le savent. S'il y a une telle problématique, si la problématique est portée là où il faut qu'ils parlent tout simplement au maire de la localité et puis il verra, ça se décantera très très rapidement. Ce n'est pas un frein du tout. On peut s'inscrire à l'université de Lomé sans certificat de nationalité. Il parle de bourse étrangère. C'est dans le même sens. Aujourd'hui, le ministre de l'enseignement supérieur faciliterait lui-même la délivrance du certificat de nationalité. Donc, je suis très surpris. Je pense qu'il peut laisser son contact. On pourra intervenir dans ce sens-là. Monsieur Aboubakar, votre demande est tombée dans de très bonnes oreilles, donc vous nous recontacterez après l'émission pour les précisions. Bonjour New World Info, merci à Monsieur le ministre d'avoir rendu clair cette histoire des sociologues au Togo. Nous sommes très habiles à l'adaptation. C'est Dossé qui nous écrit. Ma question est la suivante: comment la jeunesse togolaise peut-elle cohabiter aujourd'hui? Peut-elle
cohabiter aujourd'hui avec le gouvernement pour un changement durable? La participation de la jeunesse est très importante. Et les différentes actions du gouvernement vont dans ce sens-là. D'abord, la participation de la jeunesse passe par sa capacité à être disponible en termes de formation. Et le gouvernement crée les conditions pour que la jeunesse soit formée dans tous les sens du terme. Mais une fois que cette jeunesse est formée, il faut qu'elle soit productive. Pour que la jeunesse soit productive, là aussi, il faut créer les conditions. Les outils sont disponibles désormais pour non seulement apprendre à entreprendre, pour accompagner le financement des entreprises et faire en sorte que ces jeunes-là puissent intégrer la chaîne de production de notre pays. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. La jeunesse est un pilier du développement de notre pays. Et le rôle du gouvernement, et ce rôle-là, le gouvernement l'assume pleinement, c'est de créer les conditions pour que la jeunesse puisse s'intégrer dans ce mouvement-là. Maintenant, il appartient à cette jeunesse-là aussi de mettre en lumière tout son talent, toute son inventivité, sa capacité à générer des solutions pour accompagner l'État. Sylvestre Ntandé nous écrit de Blita au centre du Togo. Bonjour Niwod et salut le ministre. Le gouvernement togolais fait de son mieux pour le développement de sa population, mais son mal c'est qu'il n'y a pas de suivi. Parfois le gouvernement débloque une somme pour une bonne cause de la population. Malheureusement, celui qui est chargé pour la gestion des fonds afin que les autres en profitent le confond à son salaire. On nous donne des numéros verts pour dénoncer ces pratiques, mais nos appels tombent toujours dans les oreilles de sourds. Comment, monsieur le ministre, nous pouvons développer le pays si les fauteurs ne sont pas inquiétés? Il me semble qu'il parle d'un cas précis ou d'un cas particulier, parce que l'analyse qui est faite ne saurait être généralisée. Aujourd'hui, chaque secteur a une feuille de route et chaque secteur est évalué aux résultats proposés sur la feuille de route. Ce qui fait qu'on a un mécanisme de suivi, enfin de planification d'abord, d'exécution et de suivi. Si l'on s'appuie sur ce mécanisme de suivi, il est possible de corriger les dysfonctionnements. Manglibé nous écrit depuis Guérin-Kouka. Merci Manglibé. Permettez-moi de féliciter Niwod pour la diffusion de la prochaine Coupe du Monde. Je voudrais dire à monsieur le ministre qu'il m'en excuse beaucoup. Le gouvernement actuel fait beaucoup, mais ne le fait pas bien. C'est-à-dire qu'il ne donne pas le meilleur de ce qu'il doit, alors qu'il fasse un effort de relier le programme politique du chef de l'État après les présidentielles. Par exemple, à quoi sert une assurance maladie universelle dans l'état actuel de nos infrastructures hospitalières? Est-ce que ça ne nous fait pas honte d'envoyer nos enfants de 3 ans faire leur classe sous des apatams avec des éducatrices qui n'ont même pas les b.a.-ba de la profession? Excusez-moi encore une fois, c'est un constat. Alors, sur l'assurance maladie universelle, ce que je comprends, c'est que pour le téléspectateur, il ne faudrait pas mettre en place l'assurance maladie universelle. Bon, c'est une opinion. Moi, il me semble qu'il faut. Parce que selon lui, les infrastructures hospitalières ne sont pas suffisantes. Les infrastructures hospitalières, aujourd'hui, sont en constante amélioration. Sur toute l'étendue du territoire, à la faveur de la Covid, il a été installé 9 nouvelles infrastructures, notamment les plateaux des 2 grands hôpitaux sont en constante amélioration. Il n'a jamais été question de faire du triomphalisme en estimant que le travail qui est réalisé règle tous les problèmes. Non. Mais monsieur le ministre, est-ce que le problème, c'est parce que les populations ne sont pas au courant de ces changements? Moi, j'ai rendu visite au campus, au CHU la dernière fois. J'étais quand même surpris des changements qui ont été opérés dans certains centres, régionaux. Il y a eu beaucoup de changements, mais est-ce qu'il ne vous revient pas de faire porter l'information je pense que à la population? Franchement, on ne souhaite à personne de tomber malade pour aller constater l'évolution du plateau technique. C'est vrai qu'il y a des informations à continuer
à mettre à la disposition du public. C'est l'occasion d'ailleurs qui nous est donnée là de le faire. On a un travail qui est en cours qui permet d'améliorer l'existant. Ce travail continuera indubitablement parce que c'est la volonté du chef de l'État. Mais relativement à l'assurance maladie universelle, il me semble qu'il ne faut surtout pas en douter. L'assurance maladie universelle est la clé de l'évolution en termes de prise en charge des maladies dans notre pays. Avoir une assurance maladie vous permet d'aller à l'hôpital sans arrière-pensée. Et lorsqu'on parle d'assurance maladie universelle, en réalité, on parle de la concrétisation d'une politique. En vérité, tous les jalons, en tout cas les jalons essentiels de l'assurance maladie, ont commencé à être posés depuis très longtemps. Lorsque vous allez à l'hôpital pour être pris en charge pour une affection comme le paludisme, la prise en charge est réduite par ailleurs. Lorsque le gouvernement a mis en place le programme Wezu pour prendre en charge la femme enceinte et le nourrisson jusqu'à un certain moment, ce sont des prémices qui vont être finalement consolidées dans une assurance maladie universelle plus générale. Donc, je crois que c'est un projet très important. Lorsqu'il sera complet, chaque citoyen verra la part de l'État dans sa santé. Donc, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Ayesou Kankwe Maouli nous écrit depuis Afanya. Il estime que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais il faudra continuer dans bien d'autres domaines. J'ai promis qu'on revienne sur les terrorismes. Le Togo a connu il y a quelque temps des attaques terroristes à répétition avec beaucoup de monde, une trentaine. Après, il y a eu une riposte avec une accalmie. Comment vous avez fait pour obtenir ces résultats, Monsieur le ministre? Je pense que sur cette situation, il faut d'abord donner le crédit au chef suprême des armées et au commandement des forces de défense et de sécurité qui, sur le terrain, font un travail qu'il faut saluer. Il me semble que le plus important aujourd'hui dans cette situation, c'est de continuer à encourager nos forces de défense et de sécurité pour leur abnégation, leur disponibilité pour protéger notre pays et de rester très vigilants parce que vous avez bien fait de parler d'accalmie. Nous sommes face à des terroristes qui ne sont pas prévisibles et nous ne pouvons pas aujourd'hui baisser la garde pour une raison ou une autre. Il faut continuer à rester vigilants, à donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent continuer à veiller sur notre pays. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Vous avez parlé des forces de l'ordre qui sont motivées sur le terrain. En termes d'équipement, est-ce que ce sont les drones turcs qui ont fait changer la donne? Est-ce que vous avez réarmé les forces armées? Est-ce que ce sont les renseignements avec les populations? C'est un tout. En réalité, le Togo n'a pas attendu les attaques pour organiser sa défense. Nous parlons souvent de ce plan pluriannuel relativement aux armées et la collaboration de la population ou des populations n'est pas à négliger. La formation de nos forces de défense et de sécurité, un ensemble de dispositions qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir répondre aux attaques ou en tout cas faire en sorte que ces attaques ne se réalisent pas sur notre territoire. L'intégrité de notre territoire est un impératif et nous tenons absolument à préserver l'intégrité de notre territoire. Et de ce point de vue, moi je le répète encore, il faut saluer les forces de défense et de sécurité sur le terrain, la disponibilité du haut commandement aussi pour pouvoir accompagner les forces de défense et de sécurité. Alors, nous avons une détresse de Thévier. Bonjour à vous qui avez à cœur le développement du pays. Je vous écris de Thévier, Monsieur le ministre. J'avoue que je dois dormir souvent le ventre vide. J'ai des projets et je suis seul au monde. Quand je circule dans la ville, je vois de nombreux anciens camarades brillants qui squattent les rues. Nous avons fait des projets, demandé assistance à certains services publics qui n'ont pas eu notre temps. Nous zombifions les villes. Comment ne pas avoir
honte de soi. Nous sommes, il est clair, des citoyens de seconde catégorie. Nous sommes en train d'être psychologiquement malmenés. Monsieur le ministre, vous vous défendez toujours, vous souffrez, mais souffrez que je vous dise qu'aucune des mesures ne m'a jamais atteint depuis que je suis conscient de mon existence. Et pourtant, je suis un jeune sans moyens d'évolution sociale. Monsieur le ministre, je sais que je n'ai pas le droit de désespérer, mais jusqu'à quand ma résilience pour me sentir inclus dans le peuple? Voilà un cas individuel peut-être qu'il faudra traiter pour répondre peut-être à d'autres qui sont dans la même situation. Oui, je pense qu'il a raison de dire qu'il n'a pas le droit de désespérer. Pardon. J'ose considérer qu'il ne s'est pas adressé aux bonnes personnes pour le moment et me rendre disponible là aussi pour donner des réponses plus précises parce que le cas est vraiment particulier. Alors, je ne sais pas si la personne a été formée et qu'elle n'a pas de possibilité de s'insérer. Elle a parlé de projets, je ne sais pas à quels instruments elle a dû faire appel, parce qu'aujourd'hui, certains instruments existent pour accompagner les projets. Si le projet est viable, nous accompagnons, et le FAIEJ notamment peut accompagner. Il y a d'autres dispositifs. Si la personne n'est pas formée en ce moment-là, il y a d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Donc vous voyez bien qu'il faut encore un peu plus d'éléments pour pouvoir répondre précisément à sa question. Mais moi, je sens la nécessité de mettre en place quand même des centres d'écoute et de conseil peut-être. Peut-être que ce jeune aurait simplement besoin de conseils pour retourner à l'agriculture, cultiver le champ, qui ne trompe jamais. Peut-être. Pourquoi pas, mais il me semble que s'il a un projet et qu'il s'adresse aux bonnes personnes, ces conseils-là ne manqueront pas d'être délivrés. Bonjour Niwod et bonjour au ministre, porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît. J'aimerais, par votre canal, que votre invité nous parle des résultats des deux concours lancés depuis 2020-2021, notamment celui de l'économie et des finances et celui de la fonction publique. Joseph, depuis Agua, il me semble que les résultats ont été rendus publics. Non, pas encore. Pas encore. Seulement celui des enseignants. Voilà, les résultats des concours des enseignants ont été rendus publics, mais les deux concours dont il parle, effectivement, n'ont pas encore été rendus publics. Et je pense qu'on en a discuté ici. Et ce qui est sûr, c'est que les concours ont été lancés à un moment où l'État était convaincu de sa capacité à absorber. Après, il y a eu ces situations de crise que nous avons vécues et qui ont imposé une réorientation. Ce qui est sûr, c'est que ces résultats seront rendus publics. Je ne peux pas donner de délai aujourd'hui, puisqu'il y a des impératifs qu'il faudra d'abord régler avant de pouvoir donner ces résultats. Bonjour Niwod, sans oublier Monsieur le ministre, je suis Alognon Agbessi depuis Adidogomé. Vos propos me sont toujours émerveillants. Vous avez touché tous les secteurs, mais pas le secteur judiciaire. Quelle solution vous donnez à la justice togolaise pour lui accorder plus de crédibilité? Monsieur le ministre, permettez-moi d'avoir vos contacts. Ça c'est plus compliqué. Alors, vos solutions pour la justice? La réforme de la justice a commencé depuis quelques années pour faire en sorte qu'il y ait une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Il y a eu notamment un ou deux concours déjà pour renforcer le secteur de la justice parce que la question du personnel judiciaire est également posée. Je crois que plus d'une dizaine de magistrats sont rentrés en fonction il n'y a pas longtemps. Des greffiers ont été recrutés dans ce sens-là. Structurellement également, on a le code de l'organisation judiciaire qui va rentrer pleinement en application dans quelques jours si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc autant de mesures dans l'objectif ou dans le but justement de rapprocher non seulement la justice des concitoyens, de faire en sorte que les dossiers ne traînent pas trop longtemps à la justice et de crédibiliser l'institution, de continuer à crédibiliser l'institution. Nicodème Anagba nous écrit lui aussi,
Le ministre a parlé de l'occupation anarchique des trottoirs et même de la chaussée. Certes, la responsabilité est partagée, mais des dispositions réglementaires ont été prises dans ce sens, tout comme dans le cas de l'interdiction de l'importation, de la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire togolais. La communication et la sensibilisation sont largement faites sur ces phénomènes qui constituent un véritable blocage du développement durable prôné par le gouvernement. Ma question est de savoir qui doit veiller sur l'application rigoureuse de ces dispositions prises par le gouvernement. À quel niveau se trouve véritablement le blocage? Ma conclusion, on ne pourra pas se développer sans un minimum de répression. Alors, je suis d'avis que le développement passe par une exigence de discipline, d'ordre et de rigueur. Si nous voulons avancer, il nous faut revenir à ces fondamentaux. Pour les solutions apportées, nous sommes tous interpellés. Je crois que l'on ne doit pas identifier un interlocuteur unique. Nous sommes tous interpellés, puisque nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, celui qui déploie ses activités jusqu'au trottoir, celui-là aussi est interpellé. Le maire, évidemment, est interpellé. Le préfet est interpellé. Le gouvernement, et je suis dans ce rôle-là, c'est la raison pour laquelle j'en parle, c'est une responsabilité collective. Si nous continuons à entreposer nos tas de sable sur les caniveaux et que les caniveaux sont bouchés, la conséquence sera immédiate, nous aurons des inondations. Si nous entreposons nos marchandises, nos étals sur les trottoirs, nos enfants passeront sur la chaussée et multiplieront les risques d'accidents par je ne sais combien. Autant d'exemples que l'on peut citer et qui doit nous interpeller. Toutes les infrastructures qui sont mises en place, si ces infrastructures sont entretenues par les usagers, par les concitoyens, nous percevrons nous percevrons mieux le développement qui est en cours dans notre pays. Mais tant que ces préalables ne seront pas réalisés, je n'irai pas jusqu'à parler de répression, même si je partage le fond de l'idée, je dirais tout simplement de rétablir l'ordre, tout simplement. Raymond de Sotoubois, comment peut-on comprendre qu'on suspende les frais scolaires et imposer des frais parallèles qui dépassent parfois ces frais scolaires? Les frais parallèles sont une contribution qui est demandée aux parents pour accompagner la scolarisation des enfants. Ces frais parallèles sont désormais plafonnés par arrêté du ministre et l'objectif, ce n'est pas de mettre en difficulté les parents d'élèves, c'est de les faire participer à la formation, à l'éducation de leurs enfants. L'analyse qui consisterait à dire que l'État prend d'une main reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre main n'est pas une analyse avérée, parce que il me semble qu'il est juste que chacun participe également à la formation des élèves. Encore faudra-t-il documenter ces cas où les frais parallèles dépassent les frais de scolarité. Nour Mohamed a une demande particulière. Monsieur le ministre, pourquoi le compte-rendu du Conseil des ministres n'est pas accompagné d'images de la salle de réunion sur les chaînes? Sur la chaîne nationale... Les citoyens en soif de vos images. Sur la chaîne nationale, je pense, au lancement du journal, il y a quelques images qui sont proposées. Et pendant le compte-rendu, le Conseil des ministres est terminé. Donc chaque ministre retourne à son cabinet pour aller travailler. Et les ministres porte-parole et le secrétaire général du gouvernement ont la charge maintenant de faire le compte-rendu du Conseil des ministres. Mais je recommande aux téléspectateurs de regarder aussi sur nos réseaux sociaux, notamment, où ces images-là sont disponibles de façon continue. Bonjour et merci à Monsieur le ministre pour sa disponibilité et sa franchise. Je l'admire, pour ne pas dire qu'il est mon préféré. Ah, carrément, c'est une déclaration d'amour. C'est Assis Benito depuis Cara. Monsieur le ministre a des admirateurs un peu partout. Bonjour Monsieur le ministre, on parle de l'augmentation du SMIC. Les inspecteurs du travail sont les seuls habilités à faire respecter ce SMIC en effectuant des visites en entreprise. Mais tous laissent croire que ce corps de fonctionnaires issus de l'ENA est laissé pour compte. Les inspections du travail n'ont pas de véhicule pour effectuer des visites en entreprise. Qu'en dites-vous, Monsieur le ministre? Il me faut des éléments précis. Il affirme
des choses que je n'ai pas vérifiées, mais je peux lui donner rendez-vous. Je vérifierai auprès de mon collègue de la fonction publique. Cela m'étonne parce que je sais que le corps est un corps particulier et parler d'une absence de moyens à un tel niveau, je préfère vérifier. Bonjour, cher invité. Le dollar est une monnaie d'échange internationale. Supposons que le Togo exporte le phosphate à $1000. Cette somme est-elle directement versée à la BCEAO ou à combien? La question est très technique. Combien CFA revient au Togo, sachant que cette monnaie est arrimée à l'euro ou bien au franc à la France? La France retient une somme d'abord. En toute franchise, actuellement, sommes-nous indépendants de la gestion du franc CFA vis-à-vis de la France? Pierre, depuis Cara. Alors, le mécanisme technique qu'il me demande d'expliquer, je ne saurais le faire parce qu'il est très technique. Maintenant, pour ce qui est de notre dépendance, c'est cela? Oui. De notre Est-ce que nous sommes indépendants de la gestion du franc CFA? Est-ce que nous sommes indépendants de la gestion du franc CFA? La gestion du franc CFA sur un certain nombre de mécanismes. Il y a certains points dans ce mécanisme-là qui nous interpellent et dont nos pays ont demandé la révision. Donc les discussions sont en cours là-dessus. Je crois que nous sommes tous unanimes pour espérer que, ou en tout cas pour aller dans le sens de la réforme de ces mécanismes-là. Monsieur le ministre, nous tirons vers la fin de ce forum. Pour l'année, nous sommes pratiquement donc à la fin de l'année 2022. Pour 2023, quelles sont les orientations majeures? Comment vous entrevoyez le Togo pour les citoyens togolais? Est-ce qu'il y a de bonnes surprises dans votre cagnotte? Il y aura toujours de bonnes surprises et pour cela, je vous donne rendez-vous au moment du vote du budget pour observer les grandes orientations qui seront celles du gouvernement togolais sous le leadership du président de la République. Je ne trahis pas un secret en disant que les grandes orientations à connotation sociale notamment seront encore au cœur de la démarche parce que ces orientations correspondent à la vision, à la déclinaison de cette vision en termes de cohésion sociale, en termes de modernisation de notre pays, de consolidation de nos acquis. Donc, ce sera un beau rendez-vous pour identifier les orientations à venir pour 2023. Un téléspectateur nous interpelle d'Agoué à Hongkwe. Il parle de la TDE et de l'adduction d'eau, d'une promotion à 25 000 francs dont ils n'ont toujours pas les fruits. Il vous invite donc à vérifier les informations pour apporter donc réponse. Et je peux lui donner rendez-vous ce soir même, après le journal de 20h sur la télévision nationale pour avoir des réponses à ces interrogations. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Il me semble que non. Sinon, la réduction du chômage à moins de 3% contraste avec un taux de sous-emploi autour de 30%, comprenant des centaines de milliers de balayeurs de rue qui gagnent 1500 francs une fois dans le mois. Le recul du chômage est-il vraiment une régression de la pauvreté? Peut-être ce sera le thème d'une prochaine émission. C'est bien noté. Merci, monsieur le ministre, d'être passé chez nous. C'est moi. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil et la disponibilité. Gildas Djamadjako a assuré la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Dans un court instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.